merci à tous. Donc on va parler d'IA pour... Ah, vous n'avez pas le retour? Vous m'entendez? Ah mais il faut les écouteurs en fait. J'ai pas mieux que ça. Donc en attendant, je vais faire une petite introduction, laissant le temps aux autres qui n'ont pas les écouteurs. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être de développer son entreprise avec de l'IA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler, vous devez tous l'utiliser plus ou moins. Donc, on va revenir sur quelques basico-basiques, et puis après, je vous mettrai en avant quelques prompts et quelques logiques d'usage de comment j'utilise moi l'IA dans mon entreprise et comment je vous encourage à le faire dans les vôtres. Donc, déjà, on va commencer par un premier contexte. Quand on parle d'IA, et qu'on parle de productivité, on va parler principalement aujourd'hui d'IA générative, donc c'est celle qui génère du texte. Et aujourd'hui, on peut voir ça comme un outil qui va prendre un rapport, un grand document texte et générer un autre texte. Donc par exemple, j'ai un rapport, je veux une synthèse. J'ai une synthèse, je veux un plan de com. Donc on a bien en démarrage d'un texte et on en fait un autre texte. Les logiques d'usage qui sont sous-jacentes, en général, c'est du résumé, du compte-rendu, d'essayer de condenser l'info, ou inversement, de diluer. Un certain nombre de personnes vont utiliser ces outils-là pour rédiger des appels d'offres et on verra donc comment utiliser une IA générative pour répondre à un appel d'offres ou un cahier des charges. Mais on voit aussi d'autres usages, c'est par exemple de l'audio to texte. Donc là, je suis en train de parler. On peut avoir une IA qui va faire une retranscription automatique de ce que je parle. L'intérêt, c'est que j'ai du texte. Donc comme j'ai du texte, je peux faire un résumé. Je peux partir d'une vidéo et générer du texte. Donc là, je filme, moi en train de faire des petits mouvements et on se dit, est-ce qu'il est rigolo? J'en sais rien, mais en tout cas, on peut avoir un texte sur le descriptif. Et vous avez dû le voir un petit peu. Aujourd'hui, on peut générer des images et on peut générer des vidéos. Donc parler d'IA générative, c'est parler d'un outil qui permet de passer de l'un à l'autre, de différents trucs vers un autre truc. Donc vous pourrez prendre un audio, du texte et un tableau Excel et lui demander de faire un rapport. Voilà. Donc, il y a une première question, c'est il y en a beaucoup des IA génératives. Donc la réponse, c'est, je vous laisserai me dire, ce site-là en référence un certain nombre. Vous avez aujourd'hui 40 000 outils. Donc, ChatGPT, ça fait 1, Mistral, ça fait 2, Copilot, ça fait 3. Bon, je m'arrête parce que sinon ça va être long. Donc vous avez compris que des outils, on en a beaucoup. Beaucoup, voire beaucoup trop. Et donc le premier sujet en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'utiliser l'IA dans son entreprise, c'est éviter de se disperser. Éviter d'en prendre 150 000 en même temps parce que sinon vous allez vite vous perdre. Donc on en a 40 000 disponibles et derrière on a aussi des IA dites en open source. Alors ceux qui ne sont pas dans le secteur se disent open source, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire je peux la prendre, la remettre dans votre ordinateur ou chez vous et voilà, elle tourne chez vous sur votre ordinateur. Donc on peut avoir des IA génératives qui s'installent là-dessus. Donc, plus besoin de payer de licence parce que ça tourne chez vous. Par contre, le moteur, il est dépendant de la taille de votre bécane. Vous n'avez pas des grosses bécanes. En général, on a des ordinateurs de cette taille-là, donc vous aurez des plus petits moteurs. Des IA, mais pas que génératives, aujourd'hui, on en a 1 million disponibles. Donc ça, c'est l'endroit où on va devoir faire notre shopping pour trouver des solutions à différents problèmes. Une des autres questions qu'on se pose, c'est jusqu'où peuvent aller nos amis les IA génératives. Donc on a dû comprendre que ça générait des textes, ça générait des rapports, ça fait des emails, ça c'est en général les usages assez standards. Certains commencent à l'utiliser pour faire des comptes rendus de réunion. Mais la vraie question qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais on peut aller jusqu'où comme ça? Parce que on voit que ça peut faire des trucs, mais jusqu'où on va? Et donc, je vous ai sorti 2 cas d'usage qui sont plutôt de mon secteur. C'est des IA qui font de la recherche en IA toute seule. Donc c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des IA scientifiques qui font de la recherche dans le secteur de l'IA toute seule? Qu'est-ce que ça a comme intérêt? C'est que le secteur peut avancer par lui-même. Et donc ces travaux se sont lancés il y a maintenant 1 an par différentes structures. Et donc ça prouve que bien l'IA peut devenir à ce moment-là créative, inventer des nouveaux procédés, inventer des nouvelles choses, innover. Donc globalement, est-ce qu'elle peut répondre à un appel d'offres? Il n'y a pas de raison fondamentale. Si elle est capable de faire des percées dans des secteurs très compliqués, il n'y a pas de raison fondamentale qu'elle n'arrive pas à faire des choses intelligentes dans mon secteur. Et la question, c'est comment, après, on fait ça dans son secteur. Donc je vous en ai mis une autre qui est ontologique, qui est un laboratoire de recherche en IA où c'est des IA qui sont derrière. Donc il n'y a plus d'humains. Donc ça va poser aussi des questions organisationnelles. Qui décide? Qui valide? Qui est responsable?
Parce que dire qu'à la fin c'est la faute de ChatGPT, ça sera sympa, mais en fait vous allez voir, si vous allez un jour devant un juge en disant oui mais ChatGPT m'a dit que, ça risque de pas bien se passer. J'ai des comités de direction qui commencent à me dire oui mais j'ai demandé à ChatGPT, ils m'ont dit que. Oui, enfin bon, j'espère que vous avez pris un peu le temps de relire ce que ça vous a dit parce que ça pourrait dire des bêtises. Je faisais une masterclass sur les hallucinations et les biais tout à l'heure, c'était la thématique. Donc ça marche dans notre secteur, mais ça commence aussi à le mettre dans d'autres secteurs. Co-Scientist, c'est une IA qui a fait de la recherche dans le domaine du vivant. Et ils ont réussi à refaire 10 ans de R&D en 2 jours. Sur du vivant, donc sur de la biologie. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on n'aura plus de problème de santé dans 5 ans. Et pout, tout le monde va vivre éternellement. Bon, je fais quelques blagues, hein, c'est pour détendre l'atmosphère. Hein. En plus, vous êtes en phase digestive avec un peu de bol, donc voilà. Donc ce secteur-là, il bouge bien. Il bouge plutôt vite. Et le deuxième, c'est que il faut des IA pour développer. Donc là, bon, moi j'ai plutôt un écosystème de tech, hein, par conséquent. Et je suis essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui se faisait. Donc ils ont fait un concours cet été, concours de codage. Et ils ont demandé à des humains et à des IA de faire la compétition. Pendant 10 heures, il fallait développer du logiciel et gagner. Numéro 1, un humain. Numéro 2, une IA. Donc ça va, les humains sont encore bons. Bon, l'humain a dit c'est quand même la dernière fois où je vais être premier, la prochaine fois je vais me faire avoir. Voilà, donc ça c'est cet été. Gemini de chez Google est en train de mettre des IA qui permettent de réaméliorer leur processus en interne. Donc toute la partie machine change. Et pour le grand public, vous avez Lovable, qui est une solution suédoise, finlandaise, et je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne sais plus, qui permet de créer des sites web, des applications avec de l'IA à l'intérieur, en 2 prompts. Donc je veux un site web qui met en avant un système de réservation, vous promptez ça et ça vous fait votre petit site web. C'est Lovable parce que c'est une interface qui est jolie, sympathique, pensée pour des gens normaux et qui n'a pas été pensée pour des développeurs et des profils très techniques. Voilà, pour jeter... Alors, rien n'est totalement gratuit dans notre secteur, mais vous verrez qu'entre une agence de com et de développement et une IA, vous allez voir qu'en général, les humains ne sont pas si compétitifs que ça en termes de pricing. N'empêche que vous pouvez faire des premiers tests gratuitement, et donc vous allez pouvoir faire développer du logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en tant que chef d'entreprise, même si vous n'êtes pas dans mon secteur, vous pouvez vous dire que tous vos vieux logiciels qui ne marchent pas pourraient peut-être être demain redéveloppé par des IA. Ça pose d'autres questions, c'est qui maîtrise ça? Puisque vous n'êtes pas de mon secteur, donc nécessairement il y aura un travail de regard critique. Voilà, donc ça c'est le secteur un petit peu comment il bouge actuellement. Donc ça ne fait pas que les boîtes mail par conséquent. Et donc derrière, on va voir quelques enjeux sous-jacents sur le gain de productivité associé à ça. Donc je vous en ai mis 4. Qui pousse aussi à se poser la question pourquoi on doit aller intelligemment dans cette transition, mais comment on y va. C'est que les IA, certaines vont avoir une capacité de raisonnement, donc elles vont pouvoir réfléchir au problème. Et quand elles réfléchissent au problème, il faut mieux s'assurer qu'elles réfléchissent bien au problème. C'est-à-dire qu'elles soient plutôt alignées avec nos valeurs, les humains, que contre nous, les humains. Vous avez dû voir dans des films de science-fiction, ça fait un peu peur en général. L'IA prend le contrôle et pchout, l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enjeu de l'alignement. On s'assure que nos amis les IA font comme on souhaite les choses. Il y a celles qui inventent des fausses informations, mais qui vont vous le dire avec beaucoup d'assertivité. Non, mais c'est sûr, je te promets, la notice de ton grille-pain, il faut appuyer sur le bouton reset. Mais il n'y a pas de bouton reset. Non, mais je te promets, tu cherches. Ah oui, attends, regarde là. Voilà. Donc ça, c'est un des usages qu'on voit le plus apparaître en hallucination. C'est les gens qui demandent à une IA de réparer un truc, de les aider à réparer un truc, et l'IA invente une notice tout le temps et vous donnera toujours des bons conseils en disant je suis désolé. Voilà. Donc en maintenance prédictive, dans votre environnement professionnel, faites attention qu'il faut que votre ami l'IA elle réponde sur des choses que vous maîtrisez, vos bases de connaissances. Il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle les biais, c'est qu'elles reflètent les valeurs et les préjugés de nos amis les humains, et l'humanité a des biais. Donc on va avoir des biais par exemple culturels, le point de vue asiatique n'est pas le point de vue nord-américain, n'est pas le point de vue européen. On peut avoir d'autres biais qui peuvent être liés à d'autres préjugés. Donc un exemple de biais stéréotypé, mesdames, vous le savez, l'équilibre salaire homme-femme est une réalité. Ou pas. Voilà. Donc si on demande à une IA bêtement de poser ce genre de politique, on peut avoir un biais parce que c'est représentatif des données. Et donc notre ami l'humain ici, il doit vérifier ça. Et vous avez un sujet, c'est qu'aujourd'hui, si on prend Lovable qui développe des sites web avec une IA, la question c'est qui capte la valeur d'avant.
Et donc on a tout un transfert aujourd'hui de la valeur économique, des métiers de savoir-faire, des métiers intellectuels vers les éditeurs. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, la fameuse liste des 10 outils à connaître à tout prix avant 2025, sinon vous allez mourir. Voilà. Bon, c'est toujours les mêmes trucs d'accroche sur les réseaux sociaux. Ce que je vous ai fait, c'est ce que j'utilise pour de vrai, moi. Je vous les liste et je vous les explique. Et il y a une logique d'usage, après je vais vous montrer des petits cas d'usage associés. Alors, je fais la promotion de toute solution, mais je ne suis pas payé pour. Donc, désolé s'il y en a qui sont vexés parce qu'il n'y a pas leur logo. Ou inversement, ils considèrent que j'aurais dû mettre un autre logo. Il y en a qui ne sont pas alternatifs. Aujourd'hui, notre BookLM, c'est un outil de chez Google. Il n'y a pas d'alternative sur le marché. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'explorer des bases documentaires. Donc, pour tous les gens qui ont des documents et qui aimeraient poser des questions à cette base documentaire, de style un appel d'offres, un cahier des charges, une jurisprudence, un rapport scientifique, je ne sais quoi, vous partez d'un document et vous voulez poser des questions à ce document. C'est le seul qui permet de bien le faire, sans coût, entre guillemets. C'est associé à votre compte Gmail. Et donc, vous pouvez poser des questions sur vos documents. Ça génère des mind maps. Alors, je n'avais pas possibilité de faire des démos live, donc hélas, va falloir l'imaginer. Mais vous avez un rapport de 300 pages et ça vous génère une carte mentale avec tous les petits logos. Ça fait des podcasts. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir des IA qui vont parler entre elles sur le truc que vous aimeriez lire et que vous n'aurez pas le temps de lire. Et ça fait maintenant aussi des présentations PowerPoint avec la voix par-dessus. Donc c'est un peu comme moi là, mais en version 100% IA. Voilà. Intégré à votre environnement Google, donc il faut un compte Google pour se connecter. ChatGPT, bon, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous représenter à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait. Son alternative de chez Google, Gemini, qui aujourd'hui marche mieux que celle-là, mais qui il y a 2 ans était catastrophique. Donc Gemini, c'est la grande révélation, ça c'est Google aussi, Google c'est la grande révélation de cette année. Ils ont des outils qui marchent très bien, qui ne sont pas très chers, parce qu'ils sont intégrés nativement dans votre environnement Google. Je pense qu'à peu près 80% des gens doivent avoir un compte Gmail ici. Donc en fait, vous y avez accès et c'est gratuit avec votre compte Gmail, comme notre BookLM a une forme de gratuité. Bon, je pense que j'aurais été brûlé si j'en avais pas parlé. ChatGPT et notre ami Mistral, donc qui apporte une solution française, souveraine, alternative. Ce que je vous mets, c'est juste que ces trois-là ont les mêmes logiques d'usage. On va analyser, réfléchir et produire. Après, vous faites votre parti pris. Là, je ne suis pas pour faire du placement produit, donc je vous laisse choisir quelle est votre politique d'entreprise, votre politique personnelle. Dans les autres qu'on retrouve, Napkin. Napkin n'est pas très connu, mais il permet, à partir d'un gros paragraphe texte, de vous faire un visuel, mise en page. Donc ça vous fait une roue avec des flèches à l'intérieur, il y a des éléments, une pyramide, voilà, toutes les fameuses mises en page qu'on est censé faire un jour quand on fait des jolies présentations, mais qu'on ne fait pas. Donc ça permet de faire des petits visuels, et vous pouvez après les remettre dans vos PowerPoint si vous voulez. Perplexity, c'est une solution nord-américaine qui permet d'aller sur Internet et qui génère des réponses. Donc lui, son boulot, c'est d'aller sur Internet et de générer des réponses. Eux vont sur Internet, mais ils ne vont pas nécessairement. Lui va toujours sur Internet. Et dans les logiques d'usage, il va falloir dissocier ces usages où j'ai besoin d'une info sourcée, où je vais sur Internet pour aller chercher les infos, d'une info que je peux, entre guillemets, inventer, ou en tout cas, je n'ai pas besoin d'avoir les informations de source. Et ceux-là sont plus adaptés. Donc tout ce qui est études de concurrence, veille marché, études de persona, études de clients, voilà, tout ce qui permet de faire des études où on a besoin d'aller chercher sur Internet, Perplexity est très adapté. Certains vont me dire, oui, mais enfin bon, tout ça, ça va me coûter cher en licence, il va falloir que j'achète plein de trucs, moi je leur fais pas confiance à tous ces éditeurs, ils vont me voler mes données. Bon, bonne nouvelle, vous avez LM Studio qui permet d'installer une IA générative de texte là-dessus, sur le PC, en local, sans licence. La taille de l'IA est dépendante à la taille de votre PC. Donc vous allez avoir des petits PC et petites IA, gros PC, grosse IA. Bon, l'intérêt de tout ça, c'est que ça tourne sur votre ordinateur, à vous, et donc il n'y a pas besoin de connexion Internet. Les données ne remontent pas, il ne se passe rien, ça reste chez vous, c'est des modèles open source qui sont sous-jacents. Je n'aurais pas pu ne pas parler non plus de Grok, donc de notre ami Musk de chez Twitter, qui nous a fait donc la version débridée. Alors moi, les gens aiment bien dire elle n'est pas censurée. Moi, la censure, je considère que c'est empêcher d'accéder à une information fiable. Bon, là, on est sur plutôt un problème de débridé. Donc vous en avez une complotiste, donc pour vous renforcer sur la théorie du complot. Donc j'ai appris que Macron était un lézard, grâce à ça. Donc on est sauvé.
J'ai une argumentative qui me dit que de toute façon toutes mes présentations elles sont nulles à chier et que j'ai intérêt quand même à avoir l'air un peu plus intelligent la prochaine fois que je parle. Donc celle-là elle est argumentative, elle n'est pas agréable non plus. Donc elle est très bien pour les personnes qui veulent se faire démonter par des IA pour s'entraîner avant d'aller parler à des vrais humains. Ça c'est la logique d'usage. Le jour où vous faites une présentation, en fait si ça se passe mal, votre ami l'humain, ça peut mal se passer. Or, en avoir une argumentative désagréable, hélas, ça arrive quand même d'assez souvent qu'il y a des humains pas agréables et donc il faut mieux être préparé. Voilà. Donc Grok a l'avantage qui peut être très sarcastique, très désagréable. Il y en a une pour les adultes, il y en a une pour les enfants aussi. Je vous laisserai donc imaginer que ce n'est pas les mêmes et qu'elles n'ont pas les mêmes fonctionnalités ni les mêmes verbatim. Et on a Gamma qui permet de générer des jolies présentations PowerPoint. J'imagine qu'un certain nombre de personnes font des présentations PowerPoint, passent 4 plombes à essayer d'aligner des trucs et à la fin ça ressemble à rien. Voilà, ça c'était mon quotidien. Voilà. Donc Gamma permet de générer des présentations. Dans les usages qu'on voit, Gamma est principalement utilisé sur la communication interne. Donc ça arrive assez rarement que les gens le font pour faire des présentations clients, mais ils l'utilisent plus pour passer d'un truc avec une liste de bullet points à quelque chose de mise en page pour faire une présentation au patron ou à un collaborateur associé. Aujourd'hui, on n'a plus de raison fondamentale de ne pas pouvoir faire des choses jolies avec ces outils-là, de ne pas pouvoir avoir une coproduction avec les outils et de ne pas avoir le temps de faire de la veille. Avec ces outils-là, franchement, moi je prends des trucs de 50 pages, jargonneux comme il n'y a pas, je me les fais des podcasts, ça me prend 15 minutes, j'écoute ça dans la voiture, c'est bon, je me suis formé sur n'importe quel sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi assez vulgarisé pour que ce soit accessible sans que vous ayez le background scientifique sous-jacent. Voilà, donc ça vous fait une petite liste d'outils. Donc le premier cas d'usage que je vous ai fait, c'est le fameux « oui, mais moi je ne sais pas prompter ». Ah bah oui, mais alors le prompting. Alors le prompting, est-ce que ça parle à tout le monde ou ça parle pas? Il y a des gens à qui ça parle pas? Levez la main pour me dire à qui ça parle pas. Ok, super, merci. Donc le prompting, c'est la science qui permet de parler à des IA. Donc un bon prompt, c'est savoir poser une bonne question à une IA. Et donc, quand on va la prompter, on va lui dire, par exemple, tu es expert en prompting et ton objectif, c'est de me donner un cours. Ce que je vous ai fait là, c'est une méthodologie. Alors vous allez avoir les prompts, les slides seront disponibles normalement. Je pourrais aussi refaire des démos live. Et je l'ai fait pour BP Université en webinaire. Donc c'est cette démo-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vous donner la logique. La première chose, c'est que je comprends que pour que l'IA me donne des bonnes réponses, il faut que je lui donne il faut que je la formalise bien mes questions et mes réponses. Un exemple de mauvais prompt. Fais-moi un cours sur l'IA. Dans le genre généraliste, j'ai pas mieux. Fais-moi un cours sur l'IA, sachant que je suis face à un ensemble de PME qui sont complètement sceptiques sur le sujet. Ils m'ont dit que c'était n'importe quoi. Ils sont super stressés sur la RSE, mais il y a 2 directeurs commerciaux qui sont à 4000%. Ok. Voilà, là j'ai déjà mis un peu plus de contexte. Bizarrement, mon cours, c'est pas le même. Ils s'en foutent de la théorie, ils veulent des cas pratiques. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que j'améliore mon prompt. Je lui donne du contexte, je lui donne des objectifs. Ton objectif, c'est qu'ils ressortent contents, qu'ils aient vu des cas d'usage concrets. Génère-moi des cas d'usage. Non, je déconne, celui-là, je l'ai fait à la main. Mais voilà, donc le premier truc, c'est que pour faire un bon prompt, il faut bien maîtriser le vocabulaire du secteur. Or, vous n'êtes pas du secteur de l'IA génératif, donc vous ne maîtrisez pas le secteur. Donc je lui ai donné, tu es expert en IAG et tu maîtrises finement le prompting. Donne-moi 50 mots-clés techniques du secteur et une succincte définition. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner tous les mots-clés de notre secteur. Et il va vous définir ça. Donc de ça, vous allez pouvoir comprendre et récupérer les mots-clés. N'importe quel IA généraliste peut le faire. La deuxième, c'est, en fait, ça a l'air intéressant, mais moi je voudrais des preuves. Je voudrais m'assurer que ce qu'elle va me raconter, c'est vrai. Et donc, je lui donne, tu es expert en IAG, tu maîtrises, alors là j'ai triché parce que c'est les mots-clés de mon secteur préalable, le LLM, les few shots, les chain of thought. Identifie-moi tous les articles scientifiques sur les méthodes de prompting et va sur Internet pour les me chercher. Donc là, on veut une IAG qui va sur Internet et elle va me trouver des sources. Je fais une étude, je fais une veille. Là, à ce moment-là, elle va aller parcourir le web, elle va me trouver une vingtaine de sources scientifiques associées. Et comme, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de les lire, parce que 20 sources fois 30 pages, ça fait 600 pages en anglais, et que j'ai, hélas, pas le temps de tout lire, je lui donne à manger ça, et je me construis un assistant. Tu es expert en IAG, tu parles à un débutant. Alors bon, on n'a pas le même niveau de prompting, donc nécessairement, on adapte à fonction de son interlocuteur. Mais là, je l'ai mis pour vous. Tu maîtrises parfaitement les sources en pièces jointes, donc je lui ai donné les sources. Ce qui fait qu'aussi, elle va pouvoir me répondre en s'appuyant sur les sources. Et tu t'appuieras dessus pour apporter des réponses. Pourquoi je le précise? Parce que si je ne précise pas à l'IA de lire les sources,
elle ne les lit pas. C'est un bon stagiaire. Très malin. Donc plusieurs fois, je me suis fait, elle m'a donné la réponse, mais elle n'avait pas lu la source. Je me dis, mais quel... Bon. Voilà, pas très malin. Donc on est toujours clair, on est précis. Je te donne des documents, tu les lis. Parce que si elle ne les lit pas, elle va vous donner une réponse sans avoir lu les documents, ce qui ne paraît pas très utile d'avoir fourni des documents. De ça, je lui dis, ton objectif est d'aider un débutant à monter en compétence. C'est une logique pédagogique. Et j'aime bien travailler par étapes. C'est le seul moment dans ma journée où je suis un peu rigoureux. Je mets des étapes. Comme ça, je fonctionne pas à pas. Et donc, je me lui donne en première étape, pose-lui des questions pour définir sur quoi il souhaite que tu illustres les méthodes de prompting. Grosso modo, je vous fais un cours sur le prompting, vous aimeriez que ce soit sur votre cas pratique à vous, et pas sur le mien. Donc, très bien, pose la question à l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Et comme ça, ça permettra à l'IA d'illustrer les méthodes de prompting sur des cas concrets. Et ça permet, comme ça, au directeur financier, aux opérations, aux mecs sur le chantier, etc., d'avoir des cas d'usage qui sont parlants dans son métier à lui. L'étape 2, c'est que tu lui expliques le concept de prompting qu'il trouve intéressant et tu l'illustres. Et l'étape 3, tu lui poses 2 questions pour t'assurer qu'il comprend quelque chose. Quand même s'assurer qu'une fois qu'on monte en compétence, le but pédagogique, c'est de former. Et étape 4, tu lui proposes un nouveau concept à explorer. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je viens de construire? Une méthode d'accompagnement pédagogique sur la montée en compétence, sur le prompting. Vous pouvez le reproduire sur n'importe quoi, la norme ISO 27001, sur les procédures d'un site MAS, sur comment réussir mon examen avant la fin de l'année. Voilà. Sauf que là, on ne demande pas à l'IA de faire l'examen, on demande à l'IA de nous aider à monter en compétence pour résoudre cet examen. Voilà. Donc le deuxième cas d'usage que je vous ai pris, c'est que celui-là, il est un peu technico-centré sur mon propre écosystème, donc ça peut être un peu jargonneux. Et donc un des cas d'usage qu'on nous remonte assez souvent, c'est de dire, bon alors les appels d'offres, il y a quand même beaucoup de trucs à lire. Ouais, exactement, je vois le regard enthousiaste de madame sur son appel d'offres. Qui dit waouh, va falloir que je retrouve la date, les normes, est-ce que le marché il est loté, il n'est pas loté, il va falloir que je regarde les normes, est-ce que le budget, est-ce que ça rentre dans mon plan de charge. Bon bref, et là vous avez 800 liasses PDF, voilà, c'est le monstre à tentacules qui apparaît. Et évidemment on vous dit que c'est pour la semaine prochaine et qu'il y en a 8 autres à comparer, il faut prendre le meilleur, voire tous. Voilà. Donc la mauvaise pratique, c'est de se dire très bien, j'ai qu'à tout mettre dans une IA générative, je lui dis réponds à l'appel d'offres, puis j'appuie sur entrée. Vous laissez même un petit comme ça curseur sur la touche entrée, ça génère tout, vous copiez-collez, c'est réglé. Donc comme ça, même dans les réponses de l'appel d'offres, il y aura écrit si tu as des questions, n'hésite pas. Donc ça, nous on le voit apparaître dans l'autre sens. Ça marche pour les mémoires, hein. Pour ceux qui font des mémoires avec de l'IA générative en tant qu'étudiant, enlevez au moins la phrase de fin si tu as des questions, n'hésite pas, ça faut l'enlever. Hein, truc et astuce de l'étudiant numéro 1, mais ça marche aussi pour les majeurs, parce qu'on le voit apparaître aussi dans les problèmes de grands. Et le deuxième, c'est j'ai bien compris la question, voici ce que je vais faire. Ouais, alors on enlève aussi l'entête. T'enlèves l'entête, t'enlèves la fin. Voilà. Donc ça, c'est comment détecter un utilisateur mature sur l'exploitation de ces outils-là. Et donc on voit, et là ça paraît quand même ce genre d'usage. Donc il y aura les micros qui vont tourner après pour les questions-réponses, donc je pourrais reprendre. Donc ça, c'est un mauvais, enfin, j'appellerais un mauvais usage, mais il y a quand même un usage autour de cette matière-là. Il y en a qui me disent le style rédactionnel de l'IA, elle est trop IA. Et donc ça se voit. Qui a demandé à une IA d'intégrer des fautes d'orthographe dans ses manuscrits? Parce que l'humain, il fait des fautes d'orthographe. Vous avez peut-être une stylistique en plus qui est un peu mauvaise. Enfin, moi, je fais des fautes d'orthographe et mon style rédactionnel, il est moyen. Je lui donne ça en exemple, je lui dis, voilà, ça, c'est mon mauvais style, tu le reproduis sur le reste du rapport. Voilà. Ça, l'intérêt, c'est de permettre à que ça ne ressemble pas à du chat GPT, ça ressemble à du moi mal rédigé. Voilà. Alors après, vous pouvez faire un petit effort entre les deux, hein, mais vous lui demandez de prendre un style d'humain. Paraît bête, mais c'est des manières de retravailler la stylistique rédactionnelle. Bon. Tout ça étant dit, la première étape, c'est qu'il va falloir récupérer les sources, parce que pour un appel d'offres, c'est quand même mieux d'avoir les sources, et il va falloir le charger dans un gros dossier, un gros outil qui permet de les traiter. Et donc là, on est bien sur un outil d'IA générative d'analyse documentaire. Donc là, je ne vous refais pas le placement produit préalable, hein, je vous laisserai deviner qui était en face. La finalité, c'est de comprendre la pertinence de l'appel d'offres. C'est ça l'intérêt. C'est que plutôt que se lire en 200 pages, on va demander à l'IA de nous faire un résumé, et un résumé sourcé. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que ce qu'elle va nous dire va être vrai. On peut aussi générer des podcasts, des présentations, et c'est comme ça aujourd'hui moi que je traite
mes dossiers, mes documents, quand ils arrivent. Je génère d'abord un podcast. Et donc, il me dit, ah bah oui, la fameuse route communale du Grand Est, intéressant, comment on fabrique une petite route. Donc là, c'est pour tel travaux publics. Donc j'ai toute une histoire passionnante sur les tailles de granulats, les normes sous-jacentes. Voilà. Vous pouvez elle-même la prompter pour adapter le niveau. Il peut y avoir un système très haut niveau qui va faire que vous allez avoir une histoire assez généraliste. Mais le vrai premier usage que j'ai trouvé intéressant, c'est comme c'est un podcast, il y a deux interlocuteurs IA. Et donc, la personne me dit, moi j'ai une norme, je fais de la rénovation énergétique dans le bâtiment, donc il y a des gentilles normes un peu lourdes européennes qui apparaissent. Et donc j'ai demandé à un des agents IA de la conversation de prendre le rôle de la Commission européenne, et j'ai demandé à l'autre de prendre le rôle du gentil patron de la PME qui galère à comprendre à quoi ça va bien servir tout ça. Et donc les deux IA bossent ensemble dans votre podcast, où la première vous dit « Ah bah oui, il faut suivre cette réglementation », et l'autre répond « Ah bah oui, mais j'y comprends rien, à quoi ça peut bien servir, etc. » Bon, ça quand vous avez 600 pages en face, je peux vous dire que c'est l'alpha et l'oméga qui viennent d'apparaître sur le terrain. Bon, donc tout ça, on analyse, on comprend, on lit, et le deuxième, on produit. Et on coproduit. On ne fait pas sous-traiter tout à ChatGPT ou à Mistral ou à n'importe lequel. Et donc, voici un exemple de prompt où je lui mets « Tu es expert en appel d'offres ». Toujours, verrez, on est tous experts en quelque chose. Dans ces trucs-là, ils sont toujours super experts. On peut le rajouter, tu as 30 ans d'expérience dans le secteur, etc. Tu vas analyser des documents et être expert dans le contenu de ces documents. Comme je ne connais pas ce qu'est le contenu de ces documents, c'est une manière un peu astucieuse d'éviter de chercher à trouver les bons mots-clés du secteur. Je lui dis, voilà, tu es expert dans le contenu des documents, et puis j'imagine qu'il y a plein de mots barbares dedans, et donc je me dis, elle est expert dans ces mots-là. Étape 1, vérifie que tu as toutes les pièces pour faire un accompagnement détaillé. Et s'il manque des documents, dis-moi quoi. Vous savez, le fameux document qui manquait à la fin. Voilà. Donc là, on peut lui demander de vérifier, mais si vous ne lui demandez pas de vérifier, vous ne pouvez pas. Ensuite, on en revient, pose-moi toutes les questions utiles et nécessaires pour qualifier ma demande sur cet appel d'offres. Et c'est là où vous allez avoir à peu près 25 questions qui vont être générées et qui vont dire, alors c'est pour tel marché, mais tu veux faire comme ça, tu veux faire comme ci, mais pourquoi, t'es qui, etc. Elle vous pose 200 questions. Je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, parce que quand vous lui posez, pose-moi toutes les questions, elle vous en fait beaucoup. Et donc après, les humains pensent qu'il faut répondre à toutes les questions. Non, ça c'est un biais d'humain. Vous pouvez en répondre à 1 sur 5 ou 1 sur 10, vous répondez à celle qui vous intéresse. Vous pouvez aussi lui demander de poser d'autres questions sur un sujet qui vous intéresse, parce qu'il y en a 4 qui ne sont pas pertinentes, et il y en a 10 qui sont pertinentes. Donc là, ce que vous faites, c'est qu'elle vous aide à trouver les bonnes questions à se poser. Ne lui demandez pas de répondre à ses propres questions, s'il vous plaît, parce que ça fait très moyen de moyenne, et donc c'est très moyen-moyen. Donc là, c'est là où vous devez bosser. Donc ça, moi, ça me prend en moyenne une demi-heure, 1 heure de travail personnel pour répondre. Je reprends toutes les questions et je prends le temps de bien répondre, de bien me poser la question pourquoi je voulais faire ça, etc. Ce qui fait que maintenant, elle comprend mieux le contexte. De ça, répondre à un appel d'offres, il y a à peu près 200 stratégies pour y arriver. Alors, je ne lui demande pas 200 stratégies parce que sinon, je vais être noyé. Mais on lui propose-moi 3 scénarios de réponse, puis guide-moi pas à pas. En général, on a le scénario ambitieux, le scénario bon père de famille, il n'y a plus de pognon, et le scénario RSE, parce que c'est la crise économique, mais il va falloir jouer d'autres valeurs. Voilà. Enfin, je vous fais des stéréotypes de scénarios. Si vous avez déjà vos scénarios de type de réponse, vous pouvez les mettre. Et étape 4, aide-moi à générer le document livrable. Et étape 5, fais-moi une analyse critique de la production intellectuelle. Donc, dernière étape, vous demandez à l'IA de critiquer tout ce travail fait et il va vous dire « Ah bah oui, mais tout ça, c'est des évidences, là-dessus, tu n'auras jamais pensé à ça, pourquoi tu n'as pas parlé de telle norme, etc. » Ça, c'est le processus, normalement, intellectuel qu'on fait quand on traite un document à la main. Tout est assisté étape par étape, mais pas de la même manière en fonction des étapes. Donc là, l'idée, c'est de reproduire le processus que vous faites quand vous produisez ou vous analysez des documents et de faire produire l'IA en tant que vous, superviseur. Vous managez l'IA pour qu'elle fasse une partie de votre travail. Le troisième cas d'usage, je n'aurais pas pu passer à travers les sujets de communication puisque je vous ai dû voir que l'IA est un peu envahi nos amis des plateformes de réseaux sociaux. Donc, il fallait y passer, donc j'y suis passé, et en communication interne et externe. La première chose qu'on peut se poser, c'est on communique, mais on communique sur quoi? Question bête. Alors, on peut communiquer sur rien, ça marche quand même, les IA génératives y arrivent. Ce que moi, je vous invite à faire, c'est d'identifier les sujets clés dans votre secteur. Donc là, on va reprendre une IA générative qui va aller sur Internet et on va prendre une fonctionnalité qui est aujourd'hui, hélas, en général que dans les outils payants, qu'on appelle du Deep Research. Elle va partir 20-30 minutes sur Internet et aller fouiller le web, analyser, regarder. Donc ça fait des études de marché, ça fait plein de choses.
Et donc là, je lui dis, bah, je suis dirigeant d'une société experte en IA dans le secteur de la formation, du conseil et de l'ingénierie. La société s'appelle Just AI. Et tu es expert consultant d'un cabinet des Big Four et tu dois mettre en place une stratégie de positionnement par rapport à l'IAG. Vous avez dû comprendre que l'IA actuellement, c'est un secteur un peu bruité. Il y a un peu beaucoup de monde qui en parle. Et donc, il faut essayer de trouver des éléments de différenciation. Et encore pour ça, faut-il bien avoir une bonne veille marché, une bonne veille concurrentielle. Donc j'aurais pu les mettre experts consultants chez BPI. Bon là j'ai pris les Big Four, c'est pas bien, j'aurais dû corriger. Tu vas identifier les acteurs clés de mon secteur, mes concurrents, la dynamique du marché, les impacts des IA génératives sur mes propositions de valeur. Tu dois faire une analyse profonde et exhaustive. Ton objectif est de me faire un rapport détaillé pour m'accompagner dans ma transition. Génère-moi le rapport sous un format téléchargeable. Et donc ce que je viens de faire, c'est globalement une étude sur comment l'IA générative va impacter mon propre secteur. Donc, je l'ai fait sur mon secteur à moi, mais vous changez 3 mots et vous pouvez vous le réapproprier. De ça, bah, j'ai une première étude de marché qui vient de sortir. Ça ne m'interdit pas de lire, de regarder, hein, ça prend 30 minutes, mais après il y a 2 jours d'appropriation. De ça, je me dis, bah, moi je dois communiquer, comme tout le monde communique, on communique, mais j'essaie de communiquer autre chose que si toi aussi tu as peur de perdre ton emploi, vite attrape une IA générative, voici le top 5 des outils, parce que vous avez dû comprendre que ça c'est un peu déjà fait, vous aimeriez communiquer sur quelque chose qui donne de la vraie valeur. Coup de bol, vous avez une étude de marché que vous avez générée. Donc vous allez pouvoir commencer à faire des vrais trucs. Moi, je m'intéresse sur les sujets RSE, par exemple. Donc si je fais un truc sur l'IA générative et les impacts environnementaux, bah, je source le dernier rapport du MIT qui vous dit que c'est plutôt pas une bonne nouvelle, mais au moins ça me permet de travailler mon prompt, de travailler ma communication, de mettre mes visuels sous-jacents et surtout d'apporter une source scientifique sous-jacente. Et donc là, je lui dis, avant de commencer à faire des articles aléatoires, je lui dis, bah, tu es expert en communication et tu dois me faire un plan de communication interne-externe. Il faut aussi que je communique dans mon entreprise. Je dois communiquer vers mes clients. Enfin, en vrai, le vrai sujet aujourd'hui, c'est plus de communiquer en interne et d'aider les collaborateurs à monter en compétences. La tonalité interne doit être légère, avec un peu de second degré. Bon, vous avez dû voir que c'était mon style personnel, second degré, léger, voire un peu lourdingue. Mais la tonalité externe doit créer des sentiments de FOMO, d'urgence, tout en restant corporate. Voilà, vite, vite, dépêchez-vous, ne ratez pas la bulle, vous risqueriez de passer à côté. Voilà, donc là, on met les prompts système associés. Appuie-toi sur le rapport préalable, repose-moi des questions qui permettent de mieux qualifier ma demande, propose-moi un planning éditorial, des KPI, savoir comment j'ai mesuré tout ça, sous un format tableau, intègre un titre, un prompt et un format. J'ai demandé à l'IA de générer mes prompts pour ensuite faire ma communication. Et une fois que j'ai tout ça, bah, je prends une IA qui me permet de faire des visuels, des accroches, des vidéos, ce que vous voulez, les différents formats qui seront faits. Et j'ai les prompts système qui ont été préparés. Donc je copie, je colle, et après je clique et j'envoie. Voilà. Ça s'automatise, on peut tout faire fonctionner en one-to-one fonctionnel sans aucune tape humaine. Bon, je pense qu'au niveau moyen, c'est bien de commencer déjà par s'approprier les outils avant d'automatiser. Parce que comme on dit, si vous automatisez un truc nul, bah, ça va faire beaucoup de nuls en fait. Donc essayez de faire un truc bien, et une fois que ça fait plein de fois des trucs bien, posez-vous la question de l'automatisation. Voilà. Donc, oula, je vais mettre la pression à côté. Voilà. Donc, première bonne pratique. Je vous donne donc là, c'est un peu une petite feuille de route sur comment on avance dans le sujet. Partez de ça. Partez des besoins, s'il vous plaît. Parce que l'IA générative peut faire beaucoup de choses, ça apporte beaucoup de solutions, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'adoption. Vous n'êtes pas à l'abri en plus de mettre des solutions qui ne servent à rien. Et c'est un peu le problème de mon secteur. On est en plein dans l'IA peut le faire, pourquoi bah, je ne sais pas, mais elle peut le faire. Et à quoi ça sert, j'en sais rien, à vous de trouver. Oui, bah, très bien. Bah, oui. Donc ça, c'est l'intérêt actuellement. Partez des besoins. Faites le tour dans votre métier, dans votre secteur, de tous les trucs pourris et horribles de votre quotidien. Je suis sûr qu'il y en a plein. Je vois qu'il y a une moyenne d'âge de plus de 15 ans, donc nécessairement, il y a une réalité marché qui est là. Donc, vous savez tous qu'il y a des trucs qui dysfonctionnent. Bah, partez de ça. Partez, et il y a peut-être un assistant qui vous aide à poser, vous, toutes les questions qui permettraient de savoir comment mon emploi du temps est horrible. Voilà, donc on tombera sur la boîte mail, je vous dis d'avance, hein, la boîte mail c'est un enfer, le compte rendu de réunion c'est un enfer, les appels d'offres c'est un autre enfer, voilà, il y en a un certain nombre qui apparaissent. Bon, le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a bien rigolé et qu'on demande à une IA de se former en IA, donc je vous ai, c'est pas faute de l'avoir donné, hein. En général, les humains aiment bien aussi parler à d'autres humains, en fait. J'aimerais bien comprendre un peu plus en détail, autre chose qu'en 30 minutes, ce qui se passe. Donc, je vous mets en avant une formation certifiante qu'on a déposée sur l'utilisation de ces outils d'IA génératifs
d'un point de vue responsable. Parce qu'en Europe, on aime bien être un peu responsable. On a une dimension un peu sociétale. Les 4 compétences que vous allez acquérir, c'est savoir choisir les outils, savoir parler avec elles, développer un regard critique et les réviser le contenu, et évidemment, évaluer tout ça et avoir un regard critique sur les enjeux environnement, sociétal, impact cognitif, etc. Troisième action, il faut une feuille de route. C'est le gros sujet actuellement. C'est on y va, on a compris, merci commandant, on le savait déjà tout ça, mais par où on attaque? Voilà. Donc je vous mets un début de feuille de route. Le premier point, c'est que c'est une transition qui doit être pilotée par 2 typologies d'acteurs ensemble. Les gens de l'IT, direction des systèmes d'information, donc s'il n'y en a pas, c'est celui qui achète les logiciels dans la boîte, essayer de centraliser tout vers le même, parce que sinon on va avoir 200 outils qui vont se propager dans la boîte et puis personne n'arrive à suivre. Et c'est un sujet RH. Je peux vous dire que vos amis les humains, ils sont stressés. C'est un sujet qui génère des inquiétudes. Ou d'autres sont super enthousiastes et donc font n'importe quoi sans avoir prévenu le patron. Donc très bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous avez des usages. Mauvaise nouvelle, vous avez des usages. Mauvaise nouvelle, vous avez des inquiets. Bonne nouvelle, vous avez des inquiets. Voilà, sujet RH. Comment on récupère les sujets d'inquiétude, les enthousiasmes et on accompagne sur une évolution de compétences. Mettez en place une charte d'IA pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser et quand. Parce que comme aujourd'hui tout le monde fait son shopping en prenant n'importe quel outil, on a un problème associé à ça. Ne faites pas un rapport de 200 pages, parce que sinon les gens ne les liront pas. Formez tous vos collaborateurs sur un niveau 1, première formation d'usage. Ça permet aussi de lever les inquiétudes pour le même prix. Dans la boîte, on a la chance, en général, il y a des ambassadeurs, des gens proactifs qui ont envie d'y aller à fond. Trouvez-les. Trouvez-les. Ce seront eux qui vont porter, parce que rien n'est mieux qu'un usage porté par quelqu'un du secteur et du métier. Moi, je peux vous expliquer plein de choses et à la fin, on me dira oui, mais vous ne connaissez pas mon métier. C'est vrai, je ne connais pas votre métier, je connais que mon métier. Par contre, je connais les outils. Raison de plus pour vous approprier nos outils. Les fiches de poste, si je gagne 30% de productivité, est-ce que je gagne 30% de salaire en plus? Évidemment, oui. Donc, la blague étant faite, la vraie question, c'est comment je crée des incentives à mes amis, les collaborateurs, pour qu'ils aient envie d'y aller. Parce que sinon, ils entendent juste le patronat va faire plus de pognon. Et donc ça les motive qu'à moitié. Donc, ça peut être vendredi après-midi libéré pour faire des trucs qui vous intéressent. Ça peut être vendredi après-midi pour faire des tutos TP sur ces sujets-là. Ça peut être plus de pognon, plus d'opportunités. Voilà. Enfin, en plus, je pense que chacun a ses initiatives personnelles. En tout cas, faites évoluer vos fiches de poste. Attendez pas que les gens vont se motiver tout seuls à y aller sans contrepartie. Il y en aura toujours quelques-uns, mais pas tous. Donnez des formations plus poussées à vos ambassadeurs. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, une transition bien planifiée, c'est 24 à 36 mois. Alors, je suis désolé, ça ira pas du tout dans la stratégie FOMO de vite, en deux PowerPoint, c'est réglé. Parce que ce que je vois déjà chez moi, c'est que c'est lent. On a du mal à changer nos habitudes de travail, on a nos habitudes d'une certaine manière, donc dire l'IA peut vous aider à l'appel d'offres. Oui, mais j'aime bien le faire à la main, ça me laisse le temps de réfléchir. Oui, je sais. Et donc, vous voyez, tout ce sujet d'accompagnement, d'anxiété, oui, mais on crame la planète. Vous n'êtes quand même pas d'accord que ça crame un peu la planète? Oui, bon, ok, on va revenir dessus. Voilà, donc faites un truc qui est simple, ça s'appelle le café de l'IA. Un quart d'heure, tous les 15 jours, sans que ce soit très coûteux, où les gens vont expliquer comment ils utilisent ou pas les outils. Et donc, naturellement, vous allez voir donc ceux qui n'utilisent pas les outils. Et donc, vous pourrez identifier vos futurs anti-IA. Et de manière bienveillante, vous allez pouvoir les accompagner dans cette transition. Des webinaires, des formations thématiques, il y a plein d'aujourd'hui de contenus produits. Et récupérer les idées, les besoins et les usages émergents. Les bons usages vont venir de vos collaborateurs. Donc, prenez le temps de faire ça. Et c'est vraiment moi, mon point le plus important, ne négligez pas le temps nécessaire pour changer ses habitudes professionnelles. Moi, il m'a fallu 2 ans pour changer mes habitudes. Je suis dans le secteur, je comprends ce qui se passe, je vois ce qui se passe, je passe ma journée à en lire, à en écouter. Et malgré tout, j'aimais bien travailler encore à la main, à l'ancienne. Et je dis ça comme ça, je réfléchissais tout seul, sans outils. Et ça m'a pris du temps pour y arriver. Je vous ai mis les devoirs. Hein, c'est très scolaire, cette activité est très scolaire. Pour le DRH et pour la DSI. Donc, côté DRH, collecter les besoins de compétences des collaborateurs, créer les éléments de motivation, un cadre rassurant, vos ambassadeurs, les formations et pousser le codir à bouger. Bon, tout le monde pousse le codir à bouger. 5 minutes. Last minute. Globalement, on en revient. Collectez les outils, mettez en place des chartes, fournissez des licences. Avec la gratuité, on s'en sortira pas. Hein. Voyez sur le sujet de la donnée les problématiques sous-jacentes et demandez des formations dédiées. Donc, globalement, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la formation, du conseil
aussi accompagné par BPI de l'ingénierie et du logiciel. Et pour finir, je suis heureux de vous annoncer que nous avons construit une plateforme pro pour intégrer de l'IA dans vos entreprises avec une vocation RSE intégrée natif. Donc globalement, on va pouvoir s'assurer que nos collaborateurs ne deviennent pas totalement bêtes, qu'on ne va pas totalement cramer la planète. Donc il y a toutes ces logiques analyse carbone sous-jacentes. Sur Cloud, OVH, avec des solutions open source. Donc on travaille au maximum sur la donnée maîtrisée et la conformité. Orienté métier, on propose des alternatives à notre ami Notebook LM de Google. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas des comptes Google, tout le monde n'a pas envie de finir chez Google. Et on cherche vraiment à s'appuyer sur les métiers. On ne part pas dans la compétition à savoir qui va faire le dernier plus gros moteur. Parce que vous devez voir que c'est un peu le concours actuellement, à dire je veux faire une plus grosse IA, toujours plus grosse IA, toujours plus grosse IA. Parce que pour nous, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment on crée de l'usage. Donc naturellement, on a intégré un agent formateur au prompting et un agent consultant en IA dedans. Parce que c'est toujours les mêmes questions, à quoi ça sert et comment je prompte. Une plateforme unique, plateforme bannitoriale et évidemment la personnalisation qui permet d'intégrer les valeurs de l'entreprise et ses valeurs dedans. Et voilà. Y a-t-il des questions? Vas-y. Hein. Ça fonctionne ça? Oui. Tu m'entends, Marc? Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci pour toutes les informations. Il y a beaucoup d'évolutions à l'heure actuelle dans toute la partie communication. On parle de vidéo, on parle de tous les supports et quand on est chef d'entreprise, le fait de diffuser son information et sa publicité est primordial. Pourtant, vous ne l'avez pas trop mis dans les outils. Parce que alors, des outils d'IA générative de texte aujourd'hui, comme le dernier à la mode actuellement, c'est Gemini qui permet de faire ça avec Nano Banana, qui permet de faire quand même des super montages, et on a VO3 qui permet de faire de l'image et du son. Ce qu'on voit dans les rapports BPI et moi après la Traverti Conseil, c'est que c'est pas les boîtes perdent du pognon à vouloir trop investir dans leur com alors qu'elles ont des processus dysfonctionnels en interne. Et donc c'est plus de me dire où est-ce qu'on entend une stratégie bon père de famille à contexte économique un peu restreint. Est-ce que le but c'est d'être encore plus bruyant dans un marché déjà bruité? Ou est-ce que c'est déjà d'essayer de fournir des outils pour que nos collaborateurs puissent mieux travailler sur les appels d'offres, puissent mieux lire leur boîte mail, avoir un peu plus de temps? Donc c'est pour ça que j'oriente plus sur des cas d'usage métier, sachant que sauf les agences de com qui ont un vrai sujet à se poser, en fait la plupart des relations qu'on voit en B2B, c'est des relations de persona à persona. C'est pas le fait d'arroser les réseaux sociaux qui vous fera que vous chopiez, ça peut, mais ça dépend. Bon, on peut en débattre, voilà. Mais volontairement, je prends un point de vue un peu tranché dans l'autre sens pour compenser le fait qu'il y a une hyper-communication sur l'IA pour communiquer, et voilà. Bonjour Marc. Salut. Merci pour votre présentation, ça va? Petite question, j'utilisais le vous. Hein. On a parlé pas mal de souveraineté. Quel est l'état de l'art aujourd'hui sur l'infrastructure et une possible souveraineté de l'infrastructure pour l'IA générative en France? Donc là, sur la question d'infrastructure, ça pose la question où est-ce qu'on peut faire tourner nos IA pour retraduire la question. Aujourd'hui, on a OVH, qui est quand même un acteur, je pense que vous connaissez le nom à minima. On a Scaleway, qui a été porté par Xavier Niel. On a, je vais dire des bêtises après, mais on a 2-3 gros acteurs cloud providers plutôt défense qui rentrent dans cette logique-là. La question, c'est qu'on est dans un secteur où la demande de calcul est de x10 chaque année. Et aujourd'hui, on est à l'échelle d'à peu près de 1 milliard de coûts d'entraînement d'une IA. Donc l'année prochaine, ce sera 10 milliards. Donc ça devient un sujet un peu géopolitique. C'est pour ça que vous avez dû voir les États commencer à se positionner. Et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul fournisseur de matériel dans ce monde, ça s'appelle NVIDIA. Donc le gros sujet de la souveraineté, c'est qu'on est tous dépendants du même, qui s'appelle NVIDIA. Malgré tout, on a des alternatives de cloud et on a l'avantage sur la partie souveraineté de modèle. On a des acteurs comme Mistral, mais on a aussi toute une communauté open source qui fait beaucoup de travail pour aider à suivre l'état de l'art technique privé et permettre aux entreprises de se les approprier à sa façon, à des éditeurs comme nous, de prendre le dernier bon modèle et puis de l'adapter, de le rendre accessible pour les entreprises. Merci. D'accord? Il me reste 10 secondes, ça va. Merci beaucoup. Bon courage, bonne journée.
Je reste à disposition. Si vous avez des questions, je vais mettre dans l'allée.